Bonjour, je voudrais consacrer cette vidéo à la question du rachat d'actions et aux conséquences que le rachat d'actions a sur le prix de l'action de l'entreprise. Pour cela, je vais me placer dans un cadre simple que vous connaissez bien, qui est celui du théorème de Modigliani-Miller. Le cadre de Modigliani-Miller, en fait, c'est deux éléments. D'une part, c'est la perfection des marchés financiers et la complétude de ces marchés financiers. Et par ailleurs, c'est l'inexistence d'une fiscalité des entreprises. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés et donc il n'y a pas d'avantage fiscal qui soit donné à une ou l'autre des sources de financement que sont la dette et les capitaux propres. Donc neutralité fiscale d'un côté, pas d'impôt sur les sociétés et surtout perfection des marchés financiers. Ce sont les deux hypothèses fondamentales de Modigliani-Miller. Donc je vais me placer dans la situation où j'ai une entreprise dont le bilan en valeur de marché s'écrit de la manière suivante. Vous avez bien sûr un actif économique qui vaut V, et au départ, cette entreprise n'est financée que par capitaux propres, avec N0 actions en circulation qui sont cotées au prix de P0, et donc une dette nette qui est nulle. Donc, il n'y a pas non plus de trésorerie, la dette nette est bien nulle. Et je vais me poser la question de savoir ce qui se passe si cette entreprise décide de racheter ses actions en s'endettant. Donc comment fait-elle? Elle augmente sa dette nette, donc elle va lever VD de dette sur les marchés, ce qui va lui permettre de racheter des actions. Et donc elle aura à l'issue de cette opération un montant de capitaux qui vont circuler, qui est simplement le nombre d'actions, maintenant en circulation N1, et le prix de ces actions au prix P1. Ce que nous dit le théorème de Mollier-Miller dans ce cas-là, c'est que la valeur de l'actif économique de l'entreprise n'est pas affectée par la décision financière de l'entreprise. Donc c'est un résultat absolument fondamental de comprendre que le passif n'est pas modifié. La question que je me pose est assez simple. La question est de voir que, évidemment, dans ce rachat d'actions, le nombre d'actions en circulation va baisser et, évidemment, la bonne question est de savoir si cela va augmenter la valeur de l'action de l'entreprise. Est-ce que la loi de la demande s'applique dans ce contexte? Le résultat assez surprenant que l'on peut obtenir dans ce type de situation pure à la Modigliani-Miller, c'est que paradoxalement, la loi de la demande ne s'applique pas. La modification, le rachat d'actions ne va pas augmenter le prix de l'action et on va voir que le prix de l'action va rester inchangé. Pourquoi est-ce le cas? Parce que nous analysons ici une opération qui est une opération de, purement financière et donc qui ne crée pas de valeur au sein de l'entreprise. Donc on va comprendre les raisons pour lesquelles on obtient ce résultat. Une manière simple de le voir est peut-être simplement d'observer que la valeur de l'entreprise n'est pas modifiée par l'opération. Et donc vous voyez que initialement, la valeur de l'entreprise, c'est simplement N0, P0. Donc ceci est la valeur de l'entreprise, CV, et c'est bien sûr égal ensuite à N1, P1 plus VD. De sorte que la valeur de la dette qui est obtenue est bien l'inverse de l'évolution de la valeur des capitaux propres, à savoir VD est égal à N0, P0 moins N1, P1. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est de regarder en quoi consiste l'opération de rachat d'actions. Vous allez mobiliser une somme VD que vous avez levée sur les marchés financiers pour pouvoir racheter les actions. Combien d'actions allez-vous racheter? Vous allez en racheter simplement une quantité qui est N0 moins N1. N1 est inférieur à N0, multiplié par le prix auquel vous rachetez ces actions. Fondamental de comprendre que le prix auquel vous rachetez cette action est le prix terminal de l'action, de sorte qu'un actionnaire soit indifférent entre le fait de se faire racheter l'action ou bien de conserver son action. Et vous voyez que cette deuxième équation implique quelque chose, qui est simplement le fait que VD est égal à N0P1 moins N1P1. Donc d'un point de vue algébrique, les choses sont très claires. Pour que ces deux équations soient simultanément réalisées, vous voyez bien sûr qu'il faut que P0 soit égal à P1. Il faut que P0 soit égal à P1. C'est donc bien la preuve que la loi de la demande ne s'applique pas et que le prix de l'action n'est pas modifié. Pourquoi est-ce le cas? J'ai expliqué que, en fait, bien sûr, la loi de la demande ne s'applique pas parce que fondamentalement, ce que vous achetez, l'action que vous achetez, n'a pas changé dans sa composition. Et donc, on n'achète pas une action pour acheter une action, on achète une action pour ce qu'elle contient. Et ce qu'elle contient, c'est des morceaux d'actifs économiques de l'entreprise. Et si vous observez bien les choses, vous observerez que le prix de l'action au départ, c'est simplement la valeur de l'actif économique de l'entreprise divisé par N0. Et puis, le prix de l'action à la fin, c'est simplement la valeur de l'actif économique, auquel j'enlève bien sûr la valeur de la dette, divisé par le nombre d'actions en circulation. Et ces deux équations-là sont vérifiées. Et donc, ceci montre que le prix de l'action n'est pas affecté, et de manière plus générale, c'est le cas bien sûr parce qu'il s'agit d'une pure opération financière qui ne crée pas de valeur dans l'entreprise. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la création de valeur dans l'entreprise pour un brevet réel, et vous verrez qu'il y a bien sûr une différence. Et donc, le contenu de chaque action n'est pas affecté par cette situation. Alors, pourquoi dit-on, observe-t-on dans la réalité que souvent
le rachat d'actions a des conséquences sur les prix et qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'automaticité et que cette loi de la demande va fonctionner. Bah, simplement, si on veut la faire fonctionner, il faut peut-être s'éloigner des hypothèses de Modielli-Miller. Donc il y a trois manières de s'en éloigner. D'abord, la première manière, peut-être la plus simple, c'est d'introduire une fiscalité, d'introduire un impôt sur les sociétés. Si on introduit un impôt sur les sociétés, ce que l'on sait, c'est que la charge d'intérêt de la société est déductible des résultats de l'entreprise, alors que les dividendes qui sont versés, le cash qui est rendu aux actionnaires ne l'est pas. Et donc, il y a un avantage fiscal à augmenter l'endettement. Cet avantage fiscal est à l'origine d'une création de valeur qui peut expliquer que le prix de l'action augmente, puisqu'elle est accaparée ensuite par les actionnaires. C'est le premier point. Le deuxième point me semble plus important, c'est la question des asymétries d'information. Dans le modèle de Modielli-Miller, chacun sait ce qu'il achète. C'est un monde parfait dans lequel les informations sur les actions sont parfaitement connues. Dans la réalité, il y a des asymétries d'information qui font que les dirigeants de l'entreprise, les managers, l'entreprise connaît mieux les actions que les investisseurs. Et donc, sont peut-être mieux à même d'évaluer quelle est la valeur fondamentale de l'action. De sorte que si on est dans ce monde d'asymétrie d'information et que si les investisseurs sont conscients du fait que l'on soit dans ce monde, le fait que l'entreprise décide de racheter ses actions envoie un signal au marché qui est un signal de sous-évaluation des actions. Les dirigeants sont convaincus du fait que le prix de l'action est inférieur sur le marché à ce qu'il est en réalité, et c'est bien pour ça qu'ils décident de racheter quelque chose qui est moins cher, qui est sous-évalué sur le marché. Donc, de manière automatique, ce signal qui est envoyé va faire augmenter le prix de l'action. Et ça, évidemment, c'est un phénomène qui est important dans la réalité. Dernier élément qui me semble aussi intéressant à comprendre et qui, lui, nous laisse dans le modèle de Modielli-Miller. Et quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris. C'est le fait qu'il peut exister dans l'entreprise une dette préalable. Nous sommes partis d'une situation où il n'y a pas de dette. La question qui est souvent posée, c'est plutôt une entreprise qui dispose d'un actif économique V, qui a une valeur des fonds propres N0, P0, mais qui en même temps, initialement, a une dette qui est d'un montant M0, Q0. Pour simplifier les choses, on peut supposer que cette dette, c'est une dette obligataire. Il y a donc M0 obligations d'entreprise en circulation, et ces obligations sont cotées au prix Q0. Vous pouvez envisager que typiquement ces obligations soient des obligations zéro coupon à échéance de 1 an, de sorte que le prix de chacune de ces obligations ce soit égal à Q0, qui est simplement égal à 1 sur 1 plus RD, où RD est le taux d'intérêt supporté par l'entreprise. Donc dans ce cas-là, M0, c'est la valeur de remboursement de cette dette à 1 an. Imaginons que cette entreprise décide de modifier sa structure en augmentant son endettement. Donc elle va émettre des nouvelles obligations. Peut-être que ces obligations, elle va les émettre à un prix qui est Q1. La question, c'est de savoir effectivement quel sera l'effet aussi sur le prix de l'obligation et de manière plus générale sur la charge de la dette, le taux d'intérêt de la dette de l'entreprise. Et puis, elle va racheter des actions. Donc, on peut penser qu'il va y avoir un montant N1 d'actions qui est en circulation à un prix P1. Le théorème de Modielli-Miller reste vrai et donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de création de valeur liée à cette opération. L'actif économique reste égal à V. Et vous voyez, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de reprendre une équation. On a une opération qui ne crée pas de valeur. Qu'est-ce qu'une opération qui ne crée pas de valeur? C'est une opération précisément pour laquelle la variation de valeur est égale à 0. Et cette variation de valeur, elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation de valeur des capitaux propres, on pense qu'ils sont en baisse, plus la variation de valeur de la dette. Il y a une équation que j'aime beaucoup, qui est l'équation simplement qui nous explique que delta MQ, que delta NP, pardon, delta NP, la variation de NP, vous pouvez aussi l'écrire comme étant égal à N0, la variation de delta P, plus P1, la variation de delta N. De la même manière, vous pouvez écrire l'équation symétrique sur le delta MQ. Vérifiez cette opération-là. Et vous voyez que si j'écris cette opération et que je la reporte dans l'équation précédente, j'obtiens quoi? Je l'écris, j'obtiens N0 delta P plus P1 delta N, et puis je fais la même opération avec la variation de la dette en l'écrivant en sens inverse. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je peux l'écrire comme étant Q1 delta M plus M0 delta Q. Pourquoi cette équation est intéressante? Parce que précisément, cette opération, c'est une opération de rachat d'actions. C'est quoi Q1 delta M? Q1 delta M, c'est exactement le nombre d'obligations que vous avez émises en plus, delta M, et le prix auquel vous avez émis ces obligations. Q1 delta M, c'est l'augmentation d'endettement. P1 delta N, c'est quoi? On l'a déjà vu précédemment, c'est le montant d'actions que vous allez racheter. Et donc, dans cette équation, ces deux facteurs se compensent exactement, de sorte
que la variation de valeur est exactement égale à N0 delta P plus M0 delta Q. Comment peut-on interpréter ces deux quantités? Delta V est égal à 0 et c'est égal à N0 delta P plus M0 delta Q. En fait, ceci ne fait que exprimer la manière dont le gâteau des valeurs se partage entre les actionnaires et les créanciers obligataires. Il n'y a pas de création de valeur. N0 delta P, c'est le gain, la plus-value qui pourrait être effectuée par les actionnaires au cours de cette opération. M0 delta Q, c'est la plus-value qui pourrait être effectuée par les créanciers obligataires initiaux au bout de cette opération. Ce que nous dit cette équation, c'est que N0 delta P plus M0 delta Q, c'est exactement égal à 0. Autrement dit, si il existe une dette préalable, si M0 est différent de 0, ce qui n'était pas le cas précédemment, vous voyez nécessairement que le fait que le prix augmente, cela se traduit par une baisse de la valeur des obligations. Ce que l'un gagne, ce que l'un pourrait gagner, potentiellement, l'autre pourrait le perdre. Donc vous avez cette relation-là. Donc nécessairement, si le prix augmentait, alors il y aurait une moins-value pour les créanciers obligataires. Ce qui exprime bien le conflit de valeurs qu'il y a à l'intérieur du système de Moglia-Miller. Or, dans quelle situation peut-on être? On peut être dans une situation où effectivement, en augmentant l'endettement, on rend la dette plus risquée. On peut rendre la dette plus risquée. On fait que la dette supporte davantage de risques que l'actif économique. Donc effectivement, ce qui peut très bien se passer, c'est que s'il y a une augmentation du risque, la valeur de chacune des obligations va baisser, les dettes anciennes étant solidaires des dettes nouvelles, étant les mêmes, parfaitement substituables. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, parce que la dette devient risquée, parce qu'elle est plus nombreuse, le prix de l'action peut augmenter. Donc une autre situation dans laquelle le prix de l'action peut augmenter, et où la loi de la demande se vérifierait, c'est une situation où, en dégradant la qualité de la dette et en abaissant le prix des obligations, les actionnaires, en quelque sorte, spoileraient, récupéreraient du surplus au détriment des créanciers obligataires. Et donc c'est une raison qui est très interne à Modigliani Miller et qui respecte parfaitement les hypothèses de Modigliani Miller. Donc il y a de bonnes raisons de penser que peut-être, effectivement, le fait de racheter des actions, ça fait augmenter le prix.